Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce séminaire sur les exponentielles et les logarithmes. Ce que je vous propose, c'est un grand voyage aller-retour des virus à l'univers et de l'univers au virus, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le point de départ de notre voyage, le virus, c'est évidemment le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19. Je ne sais pas quelle est la situation épidémiologique à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais à l'heure où je l'enregistre, le 1er mars 2021, le CODECO, le comité de concertation, vient de décider, ce vendredi, qu'il n'allait pas décider. Ce fut l'effet d'une douche froide. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo quelle est cette musique. En attendant, intéressons-nous à ce qui se passait encore un peu plus tôt, quand nous étions dans une situation assez comparable au début de la deuxième vague. Voici le graphe du nombre de nouveaux cas en fonction du temps, depuis mars 2020 jusqu'à cette date, début octobre 2020. Nous venions d'avoir la première vague des contaminations qui avait été jugulée grâce aux mesures de confinement. Et puis, le nombre de cas baissant, on avait déconfiné. Jusqu'au mois de juillet, où on a recommencé à avoir de nouveaux cas, ça a un petit peu diminué fin août. Et puis, septembre et donc début octobre, on voyait le nombre de cas augmenter. La question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, quand on était à ce stade-ci de l'épidémie, pouvait-on prévoir ceci? C'est assez difficile de voir qu'on allait recevoir une telle hausse de nouveaux cas, parce que c'est une hausse exponentielle. Et une augmentation exponentielle, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas très habitué et on se fait toujours surprendre par ce genre d'augmentation. On va donc essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionne une augmentation exponentielle et avoir une idée un peu plus intuitive de ce que ça représente. Avant de parler d'augmentation exponentielle, je vais vous parler d'augmentation polynomiale, à laquelle on est un peu plus habitué. En tout cas, l'augmentation la plus usuelle ou la plus familière, je dirais, c'est l'augmentation linéaire. C'est quand on ajoute par unité de temps exactement la même valeur, une progression arithmétique que l'on voit ici en orange, aussi bien dans le graphe à droite que dans la représentation à gauche. Donc en des temps réguliers, on va voir apparaître des carrés de même taille qui augmentent donc la taille totale décrite. Une augmentation un peu plus rapide et à laquelle on est quand même assez habitué, c'est une augmentation quadratique qu'on représente le plus souvent sous forme d'une surface dont les côtés augmentent régulièrement de manière linéaire. Nous avons ici donc en bleu un premier carré. Nous augmentons la largeur de ce carré d'une unité, donc nous avons un carré un peu plus grand. Nous augmentons de nouveau de la même unité et encore une unité. Nous obtenons cette courbe qui est une parabole en x carré. Si on fait la même chose mais en 3 dimensions, on obtient une augmentation cubique, représentée ici en vert. Nous avons d'abord un petit cube. Nous augmentons la taille de ce cube d'une unité dans chaque direction, encore une fois et encore une fois. Et vous comprenez que cette augmentation est plus rapide que les deux autres. Effectivement, dans le graphe ici, nous voyons que la courbe verte augmente plus rapidement que la courbe bleue et encore plus que la courbe orange.
Eh bien, ce que l'on sait de l'augmentation exponentielle, c'est qu'elle est encore plus rapide. C'est une augmentation où on double, par exemple, chaque fois la surface. On part donc d'un carré rouge, on lui rajoute un deuxième carré, et puis maintenant, on va doubler la surface de ce rectangle, comme ceci. En doublant de nouveau, nous réobtenons un rectangle. Encore le double, de nouveau un carré. Le double et le double. Nous voyons que la surface que l'on ajoute à chaque étape est de plus en plus grande, alors que dans les polynômes que l'on a vus précédemment, bien que la surface ou le volume augmente de plus en plus, ce qui est rajouté en fait n'augmente pas aussi dramatiquement. Elle augmente toujours, mais pas aussi rapidement que dans le cas d'une exponentielle. Et donc, il est démontré que l'exponentielle est une courbe qui augmente beaucoup plus vite que n'importe quel polynôme. En fait, vous pouvez prendre un polynôme x carré, x cube, x4, x5, etc. Avec l'exposant tendant vers l'infini, vous avez toujours des polynômes. Eh bien, l'exponentielle a une vitesse de croissance encore plus rapide que n'importe quel polynôme. Pour le comparer ici, j'ai superposé les deux graphes, donc le graphe de départ avec la courbe en x carré et en x cube, et dessus j'ai la courbe exponentielle en rouge. Vous me direz, bien, ça n'a pas l'air d'être vrai, et dans ce cas-ci, la cubique a l'air d'augmenter plus vite que l'exponentielle, mais en fait, ça dépend à quelle échelle vous regardez. Au départ, oui, effectivement, la cubique démarre plus vite que l'exponentielle, mais si nous changeons d'échelle, ici j'ai changé l'échelle verticale, l'échelle horizontale reste la même, vous voyez que effectivement la courbe cubique démarre plus vite que la courbe exponentielle, mais elle essouffle plus rapidement et l'exponentielle continue en croissant beaucoup plus rapidement après ce point de croisement. Et c'est vrai pour n'importe quel polynôme. Donc l'exponentielle va sans doute commencer plus doucement que les autres polynômes, mais il y a toujours un point à partir duquel l'exponentielle va dépasser n'importe quel polynôme. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que l'exponentielle est une fonction brutale. Elle a l'air très gentille au départ, et puis à partir d'un certain moment, elle dépasse n'importe quel polynôme. Donc on a tendance à sous-estimer un peu l'exponentielle au départ, et puis à partir d'un moment, elle devient vraiment brutale et dépasse n'importe quoi. Qui dit taux de croissance parle évidemment de dérivée ou de la pente de la courbe. Là, vous savez certainement, l'exponentielle, c'est la seule fonction dont la dérivée est elle-même. La dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la dérivée de l'exponentielle croît de manière exponentielle aussi. Donc l'exponentielle croît de manière exponentielle, la dérivée de l'exponentielle croît de manière exponentielle. Et on peut dire également que la dérivée de l'exponentielle est égale à l'ordonnée du point où on calcule la dérivée. Et ceci est illustré dans le graphe de droite ici. Prenons par exemple la dérivée au point 4. L'ordonnée au point 4, c'est exponentielle de 4. Et donc, si la pente de la tangente en ce point-ci est égale aussi à exponentielle de 4, ça veut dire qu'en traçant l'exponentielle ici, avec un triangle de hauteur exponentielle de 4, on obtient une base égale à 1. La pente de la tangente orange ici, c'est le rapport du côté vertical du triangle et du côté horizontal du triangle. On nous dit que c'est égal à exposant 4, ce qui veut dire que la base ici est égale à 1. Et c'est donc vrai pour n'importe quel point. Vous pouvez prendre par exemple le point 2 ici, vous tracez la tangente. La tangente va couper l'axe des x une unité derrière le point 2 d'où on est parti. Et voyez donc comment cette exponentielle
croît et comment la tangente à l'exponentielle, la dérivée, croît de la même manière. Cette propriété des exponentielles va nous permettre de prévoir quand un phénomène va avoir une croissance exponentielle. En effet, cette propriété dit que l'exponentielle est sa propre dérivée, et donc un phénomène, s'il crée un effet qui est proportionnel à sa propre amplitude, c'est-à-dire quand sa fonction est sa propre dérivée, elle sera de type croissance exponentielle. C'est typiquement le cas pour une croissance embryonnaire. On part d'une seule cellule qui va se diviser en deux. Chacune de ces deux cellules-là vont encore se diviser en deux, et encore en deux, etc. Et donc, le nombre de cellules que l'on va obtenir à la génération suivante dépend directement du nombre de cellules que l'on a à cette génération-ci. Et donc, on a typiquement le cas que la dérivée est proportionnelle à la valeur courante. Donc, ce type de développement sera exponentiel. C'est malheureusement le cas justement pour les épidémies que nous rencontrons pour l'instant, pour exactement la même raison. Une personne contaminée, disons, va contaminer deux personnes. Dans ce cas-ci, ça peut être plus que deux personnes, trois personnes, ou parfois moins statistiquement. Mais imaginons que chaque personne contamine deux nouvelles personnes. Ces deux personnes-là vont chacune contaminer de nouveau deux personnes, etc. Et donc, les épidémies vont avoir une croissance exponentielle. Une explosion atomique, suivant le même principe, va avoir une croissance exponentielle. Et c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs explosive. Un exemple que j'aime bien aussi, c'est le développement des ordinateurs. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est que le nombre de transistors dans un microprocesseur tend à être multiplié par 2 tous les 2 ans. Alors si vous regardez à l'intérieur d'un ordinateur, ici c'est un ordinateur miniature, vous avez ici le circuit principal qui est le microprocesseur, à l'intérieur duquel vous avez un très grand nombre de transistors. Eh bien, la loi de Moore est une loi expérimentale, empirique, qui dit que le nombre de transistors dans un microprocesseur va à peu près doubler tous les 2 ans. J'ai mis ici un lien vers un site qui permet de voir cette propriété-là. Alors, allons-y jeter un œil. Voici donc un site qui montre sous forme graphique le nombre de transistors que l'on arrivait à intégrer dans un microprocesseur au cours du temps. Les données commencent en 1971 et pour l'instant, je les ai tracées jusqu'en 1982. Et à l'époque, on se disait déjà, en tout cas M. Moore se disait, tiens, on a une croissance exponentielle du nombre de transistors. Comment peut-on expliquer ça? Eh bien, chaque fois que l'on va d'une année à l'autre, qu'on fait des progrès scientifiques, le nombre accru de transistors ici permet en fait d'avoir des ordinateurs de plus en plus puissants. Et qui dit ordinateur plus puissant, dit possibilité de faire des recherches et des développements plus avancés, et donc de concevoir des transistors plus petits, des circuits intégrés, des microprocesseurs avec un plus grand nombre de transistors, et donc, de nouveau, on a un taux d'accroissement qui va être proportionnel à la technologie que l'on a à un moment donné, et donc une croissance exponentielle. On peut voir ça, ici on était en 1982, le point suivant est en 1985, on voit toujours cette croissance exponentielle, 1989, 1993, 95, 98, 2001, 2002, 2003. La courbe change évidemment de manière un petit peu aléatoire, ce sont des courbes réelles, mais globalement, vous voyez qu'on a toujours une courbe de type exponentielle qui croît extrêmement vite à partir d'un certain point. Quand je change ce curseur-ci, en fait, je suis en train de modifier
l'axe des X et en même temps je dois adapter l'axe des Y parce qu'on se trouve à des points beaucoup plus hauts. Par exemple ici, nous sommes en 1999, l'échelle est à 20 millions de transistors. Si je passe en 2000, le point précédent se trouve ici, on doit ajouter des points qui sont beaucoup plus hauts maintenant, donc je dois compresser l'échelle verticale pour pouvoir montrer ces nouveaux points. Et ici, donc, en 2017, on est déjà à plusieurs milliards de transistors par microprocesseur, alors qu'on était parti au départ de quelques milliers. Un phénomène semblable se passe pour les autres révolutions industrielles. Si on pense par exemple à la première révolution industrielle qui a été rendue possible grâce au développement de la machine à vapeur, mais à cette époque-là, on a commencé à construire des machines à vapeur de plus en plus puissantes qui ont permis de construire des machines de plus en plus puissantes elles-mêmes, de plus en plus grosses, et qui permettaient de faire du travail de plus en plus rapidement et de plus en plus grand aussi. Et donc on avait là tous les ingrédients pour avoir une croissance qui est proportionnelle à la valeur courante, et donc les révolutions industrielles sont de type exponentiel. Et de la même manière, malheureusement pour nous, le dégagement de CO2 est aussi exponentiel pour la même raison. Plus on a des moteurs qui produisent du CO2, plus ces moteurs sont puissants et permettent de construire des machines et donc des moteurs encore plus puissants ou bien encore plus nombreux, etc. Et c'est ainsi que l'on a connu cette explosion de production de CO2 qui nous a menés là où vous savez. La petite animation avec la loi de Moore est assez intéressante, mais aussi un peu difficile à interpréter parce qu'elle est assez bruitée. Alors je vais prendre un exemple beaucoup plus clair où on a une progression clairement exponentielle. C'est le cas du code de couleur des résistances électriques. Vous le savez peut-être, quand vous faites un bricolage électronique et vous utilisez des résistances, vous pouvez lire la valeur des résistances grâce à un code de couleur qui est imprimé sur les résistances. Il y a 4 bandes de couleurs. Pour l'instant, nous allons ignorer les deux premières, la brune et la noire, et nous intéresser à la troisième bande qui est ici rouge. Cette résistance est en fait une résistance de 1000 ohms. Si on prend les mêmes codes de couleurs mais qu'on change la troisième de rouge en orange, on obtient une résistance de 10 000 ohms, avec du jaune 100 000 ohms, vert 1 million d'ohms, bleu 10 millions d'ohms, violet 100 millions d'ohms. Et donc ici, on a une échelle linéaire, disons, de couleurs, et à chaque couleur correspond une valeur de résistance qui croît de manière exponentielle. Ici, j'ai représenté une toute petite portion du graphe précédent avec seulement 2 résistances visibles. Mais maintenant, j'aimerais voir un petit peu les résistances qui sont entre ces deux valeurs-là. Il y en a un certain nombre, je n'en ai représenté que 3 ici, et vous voyez que cette fois-ci, ce sont les couleurs des 2 premières bandes qui changent tout le long de cette courbe-ci. Oublions ça pour l'instant. Le problème avec ce graphe-ci, c'est que je l'ai tellement agrandi qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe plus haut dans le graphe. Et pour ça, donc, on va comprimer cette échelle verticale. Et maintenant, je peux également replacer des résistances intermédiaires qui sont ici en couleur. Et je peux ainsi continuer à compresser l'axe vertical. Ici, on est passé à l'échelle 1000 ohms, l'échelle 10 000 ohms, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, etc. Et à chaque fois, j'ai cette courbe exponentielle avec des résistances tout le long. Quand on regarde toutes ces courbes de manière superposée, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a l'impression que toutes ces courbes, en fait, ont exactement la même forme, elles sont simplement translatées horizontalement. Et donc, ce que l'on a fait, c'est un changement d'échelle ici sur l'axe vertical, et on a obtenu une espèce de translation horizontale de la courbe.
Ça doit vous faire penser à quelque chose. Eh bien, c'est simplement dû à cette propriété que l'exponentielle va transformer une multiplication en une addition. Effectivement, un changement d'échelle, c'est une multiplication, tandis qu'une translation, on ajoute quelque chose à la valeur du x, c'est une addition. Et vous connaissez la propriété que le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc, c'est une conséquence de cette propriété de l'exponentielle que on transforme une multiplication en une addition. Reprenons maintenant toutes les résistances que l'on a vues dans tous ces graphes superposés. On constate que toutes les résistances que j'ai alignées ici sur la même ligne horizontale ont exactement les mêmes deux premières bandes, ici, gris et rouge, gris et rouge, gris et rouge, etc. Si on passe à une autre valeur ici, on passe à du vert et bleu, etc. Et toutes les résistances qui sont sur une ligne horizontale ont les mêmes deux premières valeurs. Par contre, la troisième bande change, comme je l'ai dit tout à l'heure, de noir en brun, en rouge, en orange, jaune, vert, bleu, etc. Et ça sur toutes les lignes. Eh bien, rappelez-vous, j'ai ici en fait regroupé toute une série de courbes avec différentes échelles verticales. Et la différence entre ces différentes échelles est donnée par la troisième bande qui est de couleur dorée, noir, marron, etc. Et c'est donc ce nombre ici que j'avais mis en abscisse qui se retrouve dans l'exposant de l'échelle verticale. Cette manière de faire doit vous être familière, c'est la notation scientifique. Et effectivement, le code des couleurs des résistances utilise une notation scientifique. Les deux premières bandes ici représentent une mantisse, 56 dans ce cas-ci, tandis que la troisième bande représente l'exposant de 10 par lequel il faut multiplier la mantisse. On a donc ici 56 fois 10 exposant 2 ohms, c'est-à-dire 5,6 fois 10 exposant 3 ohms, c'est-à-dire 5,6 kilo-ohms. Et vous voyez donc qu'il y a une relation intime entre l'exponentielle et la notation scientifique. La notation scientifique nous permet de mieux appréhender l'exponentielle. Qui dit notation scientifique dit système d'unités, et nous venons de voir un exemple de système dit décimal. Un autre exemple bien connu, c'est la série mètre, kilomètre, etc., dans l'autre sens centimètre, millimètre, micromètre, nanomètre. Ce sont chaque fois des multiples du mètre avec des nombres sous la forme 10 exposant quelque chose. Le kilomètre, c'est 1000 mètres, 10 exposant 3 mètres. Le centimètre, c'est un centième de mètre, 10 moins 2 mètres, etc. Le système décimal est utilisé également pour les surfaces. Ici, j'ai choisi l'ar, l'hectare, etc. D'autres unités, des unités de volume, le litre, le millilitre, etc. Pour le temps, les secondes, on parle de millisecondes, de microsecondes, nanosecondes, picosecondes, femtosecondes, etc. Il y a également des systèmes d'unités qui ne sont pas décimaux. Et en réalité, la même seconde fait également partie d'un système non décimal qu'on la considère comme étant un angle. On peut parler d'une seconde d'angle. Il faut 60 secondes pour former une minute et 60 minutes pour former un degré. Et donc, un degré est égal à 3600 secondes. Au-dessus du degré, il y a le tour, qui en fait un tour complet. Et vous savez qu'un tour complet, c'est 360 degrés. Encore plus curieux, vous savez évidemment que la seconde fait aussi partie d'une série temporelle. On en a déjà parlé ici. 60 secondes font une minute, 60 minutes font une heure. D'ici là, jusque-là, c'est la même chose que pour les angles. Mais 24 heures maintenant font un jour, 7 jours font une semaine. Et par contre, quand on passe au mois, ça dépend de quel mois on parle. Ça peut aller de 28 à 31 jours. Quand on passe aux années, on parle de 365 jours ou 366 jours s'il s'agit d'une année bissextile. Une décennie, on revient à quelque chose d'un peu plus simple, de nouveau, c'est 10 années. 10 décennies, c'est un siècle. 10 siècles, c'est un millénaire. Les Anglais ont des systèmes d'unités encore plus intéressants. Pour les volumes, par exemple, ils ont le gallon qui vaut 2 bottles, qui vaut 4 quarts, qui vaut 8 pints,
qui vaut 16 cups, qui vaut 32 guilds et qui vaut 64 jacks. Vous voyez ici que la progression est chaque fois un facteur 2. Ce n'est pas toujours le cas. Quand il s'agit de longueur, les Anglais utilisent le mile qui vaut 1760 yards. Un yard, c'est 3 feet, 3 pieds. Ça vaut à peu près un peu moins que 1 mètre. Tandis qu'un foot, c'est 12 inches, 12 pouces. Mais il n'y a pas que les Anglais qui utilisent des systèmes d'unités bizarres. Même les scientifiques en astronomie utilisent par exemple une année-lumière, light year en anglais, qui vaut cette valeur en mètres. Évidemment, vous savez qu'on a une valeur bizarre comme ça parce que c'est lié à la vitesse de la lumière et la durée de l'année. Vous voyez également que c'est une unité extrêmement grande, assez difficile à imaginer, mais en réalité assez ridicule quand on la compare au parsec. Ce n'est même pas le tiers d'un parsec. Et en fait, on utilise même des unités encore plus grandes, mais on repasse en système décimal. Vous avez le light year, vous avez le kilo light year, le méga light year, le giga light year, etc. On peut même continuer plus loin. Ça, ce sont des unités astronomiques, réellement. Vous voyez que ce sont des unités extrêmement grandes. Alors pourquoi est-ce qu'on a des unités comme ça qui sont en progression exponentielle? Eh bien simplement parce qu'on a l'habitude d'utiliser des systèmes d'unités, ou plutôt des unités qui sont pratiques pour ce qu'on a envie de faire. Par exemple, si on mesure une feuille de papier, on va tout naturellement utiliser soit des centimètres, soit des millimètres, tandis que si on veut mesurer la taille d'un terrain de football, ce serait quand même plus pratique d'utiliser des mètres que des centimètres. Si on veut mesurer le temps qu'on met pour parcourir un 100 mètres, on utilisera tout naturellement les secondes, tandis que si on veut mesurer l'âge d'une personne, on parlera forcément d'années. Chez les Anglais, c'est très clair aussi, quand il s'agit de boire de l'eau, on va parler de cup. Pour boire de la bière, il faut des verres plus grands, il faut un pint, tandis que pour remplir un seau d'eau, il faut des gallons. Et donc, les différentes unités que l'on utilise sont liées aux ordres de grandeur des choses que l'on veut mesurer. Et quand on parle d'ordre de grandeur, il y a un film qu'il faut absolument voir, qui est malheureusement paru déjà il y a un certain temps, 1977, ça s'appelle Powers of 10, puissance de 10. Vous pouvez aller voir le film sur YouTube en suivant ce lien-ci. Il y avait également un site web qui était associé à ce site. Malheureusement, le site n'est plus maintenu, mais heureusement, on peut encore le retrouver grâce aux archives du web. Et c'est là qu'on va aller retrouver cette page web. Powers of 10, c'est un film qui va nous montrer le monde sous différentes échelles. On part de l'échelle habituelle et on assiste à une scène de pique-nique dans de l'herbe. Et on a ici un curseur qui nous permet de regarder, de modifier l'échelle à laquelle on regarde ce pique-nique. Nous sommes pour l'instant à l'échelle de 10 exposant 1, c'est-à-dire que le carré qui est représenté ici au centre de l'écran fait 10 mètres de côté. Nous pouvons augmenter cette échelle et aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Voici le décor dans un carré qui fait 100 mètres de côté. Nous reconnaissons toujours le tapis de pique-nique avec la personne en train de faire une sieste. Nous voyons cette fois-ci que la pelouse est beaucoup plus grande autour. Il y a une autoroute tout autour. Et voici donc ce fameux carré de 100 mètres de côté. Nous changeons de nouveau d'échelle. Nous passons à 10 exposant 3. Nous voyons que les autoroutes que nous voyions avant se retrouvent ici en bas. Et nous découvrons le décor de la ville tout autour avec un carré de 1 km de côté. Nous changeons de nouveau d'échelle, 10 exposant 4. Nous découvrons de plus en plus le décor qui est autour de notre pique-niqueur endormi. Le carré fait 10 000 mètres, 10 km de côté. L'échelle suivante, le carré va faire 100 km de côté. Ensuite, nous allons passer à
1000 km de côté. Et ceux qui sont familiers commencent à voir un petit peu de quelle région du monde il s'agit. 10 000 km de côté, 100 000 km, et nous voyons maintenant la Terre entière au centre de notre carré. Vous voyez qu'on a encore pas mal de chemin à faire. 10 exposant 9. La Terre a été réduite en ce petit point, et nous voyons maintenant l'orbite de la Lune autour. Nous continuons avec 10 exposant 10. Vous demandez peut-être quelle est cette bande verte. 10 exposant 11. 10 exposant 12. Eh bien, c'est simplement la trajectoire de la Terre autour du Soleil ici en bas. Nous continuons encore. 10 exposant 13. Nous voyons presque l'entièreté du système solaire. 10 exposant 14. Même le système solaire commence à s'éloigner, on commence à découvrir toutes les étoiles qui nous entourent. 10 exposant 15. 10 exposant 16, on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. Et il faut attendre 10 exposant 21 pour commencer à comprendre tout d'un coup ce qui était en train de se passer. C'est qu'on a reculé tellement qu'on commence à voir la galaxie entière, notre galaxie, la Voie lactée, en entier. Nous continuons encore et nous commençons à voir maintenant d'autres galaxies tout autour de nous. Les petits points qui nous entouraient ne sont pas des étoiles toutes simples, ce sont des galaxies entières. 10 exposant 24, nous revoyons ces mêmes galaxies, mais elles redeviennent des petits points. Dix exposant 26, on commence à voir d'autres structures encore qui sont des structures de l'univers tout entier. Le film s'arrête ici dans ce sens-ci, mais il reprend après dans l'autre sens et il va plonger après sur le tapis de pique-nique dont on est parti et aller cette fois-ci plus en détail en grossissant. Voici un carré d'1 mètre de côté. Nous voyons bien notre pique-niqueur endormi. Et on va se focaliser sur sa main. Nous sommes à l'unité 10-1, donc une dizaine de centimètres de côté. Un détail de sa main. 10-3, nous sommes à l'unité du millimètre. On agrandit encore plus 10-4. 10-5, on tombe tout d'un coup sur une cellule du sang de la main de ce monsieur. 10-6, on est au micron. 10-7, on commence à voir la structure de l'ADN à l'intérieur de cette cellule. 10-8, plus en détail sur la molécule d'ADN, le chromosome. 10-9, on voit les atomes individuels de cette molécule d'ADN. 10-10, on a tout d'un coup un paysage qui ressemble à ce qu'on a vu de l'autre côté, un paysage d'étoiles ou de galaxies. C'est en fait le nuage d'électrons qui se trouve dans l'atome. Et de nouveau, on ne voit pas grand-chose pendant un certain temps, jusqu'au moment où on découvre cette petite chose rose au milieu de l'atome, c'est le noyau atomique. 10-13, on commence à bien voir le noyau atomique formé de protons et de neutrons. Et à partir de là, il faut dire que c'est l'imagination du réalisateur qui joue, parce qu'on n'a jamais réellement vu ces choses. On ne sait en tout cas pas ce que représentent exactement les constituants des protons et des neutrons. Et donc c'est représenté de manière un peu artistique avec des nuages de couleurs. Et 10-18, on ne voit absolument plus rien. Voilà, une chose qui nous frappe dans toute cette série, c'est que à chaque étape de la progression, on a l'impression de comprendre ce qui se passe. Ici, c'est de nouveau le noyau atomique. On a l'impression que ce sont des boules qui ressemblent à des boules de billard. Et on a l'impression de comprendre un petit peu comment ça peut se comporter. Et de la même manière, on peut comprendre
de l'autre côté comment se comportent des planètes entières qui orbitent autour du Soleil. On a aussi l'impression que ce sont des boules de billard qui sont en interaction. Et donc, cette notation scientifique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous permet de relier des phénomènes qui se passent à des échelles complètement différentes, soit le noyau d'un atome, soit des planètes entières ou même des amas de galaxies, et de traiter de ce genre de problème avec le même genre d'outils, souvent les mêmes outils mathématiques, ou d'en discuter de la même manière, en comparant par exemple à des boules de billard. Et c'est ça qui fait la puissance de ces concepts mathématiques pour appréhender le monde qui nous entoure, quelle que soit son échelle. Je l'ai dit, ce film datait de 1977, c'est pour ça que ça date un petit peu. Si vous voulez une version un peu plus moderne, vous pouvez aller voir ce site-ci, The Scale of the Universe 2, qui représente le même genre de concept de manière un petit peu différente. Revenons pour l'instant à nos fameuses résistances. On aimerait bien avoir en fait une espèce de représentation comme celle-ci qui nous permettrait de voir sur un seul graphe toutes les résistances que l'on a, de ohm jusqu'au mégohm et au-delà, sans devoir changer d'échelle à chaque fois. Une espèce d'échelle linéaire sur laquelle on pourrait aligner toutes nos résistances, quelle que soit leur valeur, quelles que soient les couleurs des première, deuxième et troisième bandes. Eh bien, un tel système existe, c'est le logarithme. Pour expliquer le logarithme, on commence d'habitude par le logarithme en base 10. Et on vous dit, eh bien, le logarithme, quand on a une représentation en notation scientifique d'un nombre, par exemple 10 exposant 1, eh bien, le logarithme de 10 exposant 1, c'est l'exposant de 10 qui est là, donc le logarithme vaut 1. Si on prend 100, c'est égal à 10 exposant 2, l'exposant de 10 maintenant est égal à 2, donc le logarithme de 100 est égal à 2. 1000, l'exposant passe à 3, donc le logarithme en base 10 de 1000 est égal à 3, et ainsi de suite. Le million, 10 exposant 6, etc. Dans l'autre sens, 1, vous savez, c'est en fait 10 exposant 0, donc le logarithme de 1, c'est 0. Les choses se compliquent un petit peu si on prend des valeurs intermédiaires, par exemple 2,5. Si on calcule 10 exposant 2,5, on obtient 316, quelque chose. Et donc on peut dire que le logarithme en base 10 de 316 est égal à 2,5. C'est plus compliqué évidemment si on doit calculer l'inverse. Si on parle de 200, c'est plus difficile de trouver que c'est égal à 10 exposant 2,301. C'est pour ça qu'on est bien content d'avoir des calculatrices maintenant avec une touche logarithme. Dans le temps, on avait besoin de grands tableaux de logarithmes où on trouvait toutes ces valeurs tabulées et précalculées pour vous. Si on passe à 2000, on est à 3,301 et là on retrouve la propriété que vous connaissez sans doute déjà, que le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes. Donc 2000, c'est le produit de 200 par 10, donc on additionne les deux logarithmes, 2,301 plus 1, ça nous donne bien 3,301. Même chose ici pour 316 227, c'est 1000 fois le nombre qu'on avait tout à l'heure, 316. Donc le logarithme sera 2,5 plus 3 unités pour 1000. Ça c'était pour le logarithme en base 10. Le logarithme dit en base naturelle, le logarithme naturel de x, et vous savez en base e. E, c'est un nombre qui vaut 2,718, etc. Il est assez curieux en fait, si vous regardez bien ces chiffres, c'est 2,7 et puis 18, 28, 18, 28. On a l'impression que c'est un nombre périodique. Eh bien non, après, ce n'est pas du tout périodique. Mais c'est très intéressant de noter que tous ces chiffres-là sont assez faciles à retenir en fait. Donc évidemment, ça c'est e exposant 1, donc le logarithme de ce nombre-là, c'est 1. Même chose que pour 10, 1 c'est égal à e exposant 0, donc le logarithme est égal à 0. En fait, tous les logarithmes de 1 sont égaux à 0.
Si on regarde de l'autre côté, e carré, ça nous donne cette valeur-là. Donc le logarithme de ce nombre-là est égal à 2. On peut faire la même chose pour 3. Forcément, comme on est parti d'un nombre irrationnel, en faisant le carré ou le cube, on obtient toujours des nombres irrationnels. Même chose entre deux valeurs, entre 2 et 3, 2,5, on a une valeur qui n'a rien de particulier. Par contre, si on fait l'inverse, si on part de 10, là on obtient 2,3. On est à peu près au tiers de la valeur entre 2 et 3. Si on prend 100, on arrive à 4,6. Et là, on peut se rappeler qu'on a la règle que le logarithme de la puissance d'un nombre, c'est le produit du logarithme par ce nombre-là. Donc on est parti du logarithme de 10, logarithme de 100, c'est-à-dire 10 au carré, c'est 2 fois le logarithme de 10. La fonction logarithme transforme les exposants en produits. Autre exemple, 10 fois e, on est parti de e ici, on multiplie par 10, on obtient 3,3026. De nouveau la même règle, on ajoute simplement le logarithme de e exposant 1. En combinant les deux règles, 271, c'est 100 fois e, donc c'est le logarithme de 100 plus 1, et c'est également 2 fois le logarithme de 10 plus 1. On va faire un petit peu de place, j'ai comprimé les deux tableaux précédents pour ajouter une autre table qui est intéressante, c'est le logarithme en base 2. On peut faire exactement la même chose, on part de 1, toujours logarithme égal à 0. 2, le logarithme vaut 1. 4, c'est 2 au carré. 8, c'est 2 au cube. 64, c'est 2 exposant 6. Une valeur intéressante, 1024, c'est légèrement plus que 1000, vaut en fait 2 exposant 10. Donc le logarithme en base 2 de 1024 est égal à 10. Et vous remarquez que c'est pour ça que quand les informaticiens parlent de kilo-octets, ils pensent en fait en termes de 1024 octets plutôt que 1000 octets. Le kilo des informaticiens est basé sur le logarithme en base 2. Toujours la même valeur, 2,5, 2 exposant 2,5, ça nous donne ce nombre-là. À l'inverse, entre 2 et 8, prenons la valeur 5. Nous sommes de nouveau à peu près à un tiers du chemin entre les valeurs 2 et 3. Tandis qu'à 10, on est à 2,3, qu'on obtient de nouveau en ajoutant 1 à 2,32, puisqu'on a fait 2 fois 5. On ajoute les logarithmes de 5 et de 2. Voilà, j'ai pris ces trois bases différentes pour pouvoir vous les montrer dans un même graphique et les comparer. Voici donc le graphe de l'exponentielle de x d'abord. On va d'abord regarder les exponentielles avant de passer au logarithme, puisque vous savez déjà que ces deux fonctions sont en fait des inverses l'une de l'autre. Donc l'exponentielle, je dirais, naturelle en base e se trouve au centre. 2 exposant x se trouve à droite, 10 exposant x se trouve à gauche. Et ces deux fonctions sont appelées des fonctions puissance et elles ont en fait la même forme que la fonction exponentielle, sauf que la base a changé. Et on peut faire la petite manipulation ici à gauche. 2 exposant x, on peut écrire 2 comme étant l'exponentielle du logarithme de 2. Le tout exposant x, vous savez que l'exponentielle d'une exponentielle, c'est l'exponentielle d'un produit. Et donc, on a l'exponentielle du produit de logarithme de 2 par x, l'exponentielle de 0,6931 fois x. Et donc, c'est comme si on avait changé l'échelle des x
entre la fonction exponentielle et la fonction puissance de 2. Il suffit de multiplier l'axe des x par le facteur 0,69 pour obtenir le graphe de la fonction 2 exposant x. Même chose pour la fonction 10 exposant x. Cette fois-ci, on a l'exponentielle de 2,3 fois x. C'est une valeur supérieure à 1, donc on va comprimer le graphe dans le sens des x. Essentiellement, c'est la même fonction exponentielle avec simplement un changement d'échelle. On peut voir ça en étirant l'axe des x. Voici l'exponentielle pure, représentée sur une échelle de 5. Si je prends l'exponentielle de 0,6931 fois x, j'ai modifié donc l'axe des x, on obtient bien la fonction 2 exposant x qui se superpose exactement sur le graphe de l'exponentielle de x que j'avais précédemment. Et même chose, si je prends le graphe de 10 exposant x et que j'allonge l'axe ici, j'obtiens bien la même forme que l'exponentielle simple. Voilà, remettons tout à la même échelle et compressons le tout d'ailleurs pour avoir la même échelle en x et en y. Et cette fois-ci, j'ai tracé l'axe, la première diagonale, qui est simplement la fonction x. Y est égal à x, c'est cette droite-ci. Je vous l'ai dit, les fonctions logarithmes sont les inverses des fonctions exponentielles. Ça veut dire en fait qu'au lieu de regarder y comme étant une fonction de l'axe x ici, on veut regarder x comme étant la fonction inverse de l'axe y vertical ici. Et donc on aimerait bien pouvoir écrire en réalité que ceci est la fonction y, fonction inverse de x, et le x se trouverait ici. Pour faire ça, il suffit simplement d'inverser le rôle des deux axes, donc de faire tourner les axes ou de les faire en miroir par rapport à la première diagonale ici. C'est pour ça que je l'avais tracé. Il suffit d'inverser le rôle des x et des y et on obtient ainsi la réflexion de ces courbes-là qui sont les fonctions logarithmes qui nous intéressent. En orange, de nouveau, la fonction logarithme naturelle. Cette fois-ci, plus proche de l'axe x, le logarithme en base 2, réflexion de la courbe 2 exposant x. Et en bas, la courbe du logarithme en base 10 en gris, qui correspond à 10 exposant x. Les relations que je vous avais données ici, on peut les traduire également en logarithme. Pour ça, la manière de faire, c'est de se dire qu'ici, en fait, on part de x, on multiplie par ce nombre, qui est le logarithme de 2, et puis on prend l'exponentielle, et ça, c'est la fonction du exposant x. On aimerait avoir le même genre de relation pour la relation inverse, qui est le logarithme en base 2 de x. Bien, on va faire les opérations inverses dans le sens opposé. Donc, au lieu de multiplier x par ln de 2 et prendre l'exponentielle, on va d'abord prendre le logarithme et puis diviser par ln de 2. Et ça va nous donner logarithme en base 2 de x. Et donc, logarithme en base 2 de x, on a vu, c'est 0,6931. Donc, log 2 de x, c'est ln de x divisé par 0,69, ou bien, si on veut mettre ça de l'autre côté, multiplié par 1,44. On peut faire la même chose pour la base 10. Donc ici, pour la puissance de 10, on avait pris x multiplié par ln de 10, pris l'exponentielle. Pour le logarithme, on va faire l'inverse. D'abord prendre le logarithme et ensuite divisé par ln de 10, qui vaut 2,3. Si on le met de l'autre côté, on a le logarithme multiplié par 0,43. Cela veut dire que toutes ces courbes logarithmiques sont en fait des multiples du logarithme népérien. Log en base 2, c'est ln de x multiplié par
1,44 qui est un nombre supérieur à 1, donc on se retrouve au-dessus. Log en base 10, on multiplie par 0,43 qui est plus petit que 1, donc on va se retrouver en dessous. Passons maintenant à la dérivée. Je vous rappelle ce graphe-ci où je vous avais montré que l'exponentielle a une dérivée qui est égale à elle-même. Et donc la pente de cette tangente orange au point ici, la pente est donnée par le rapport des côtés de ce triangle qui vaut exponentielle de x et 1. C'est chaque fois une unité en arrière ici. Eh bien, pour la fonction logarithme, on va faire la même réflexion par rapport à la première diagonale qui représente la fonction x et retrouver la même pente mais inversée. Et vous savez peut-être que la dérivée d'une fonction inverse, c'est l'inverse de la fonction initiale. Vous le voyez ici clairement. La pente de cette droite tangente orange, c'est la hauteur qui vaut maintenant 1 divisé par la largeur du triangle qui vaut maintenant x. Ça correspondait ici en fait à y qui était l'exponentielle de x. Et le 1 est le même 1 qui se trouve de l'autre côté. Vous voyez bien que ces deux fonctions ont bien des dérivées de valeurs inverses l'une de l'autre. Ici, on a le grand côté divisé par 1. Ici, on a le petit côté 1 divisé par le grand côté. Le petit côté a toujours une longueur unité, tandis que le grand côté, quand on parle de l'exponentielle, c'est en fait l'ordonnée, et donc c'est exponentielle de x, tandis que quand on parle du logarithme, il s'agit de l'abscisse qui vaut simplement x. Et donc la dérivée du logarithme naturel de x, c'est 1 sur x. Donc quand on regarde ensemble l'exponentielle et le logarithme, on a vu que ce sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Si y est l'exponentielle de x, eh bien x est le logarithme népérien naturel de y. Et la conséquence, c'est que ces deux graphes sont symétriques par rapport à la première diagonale. Point de vue dérivé, on a vu que l'exponentielle est sa propre dérivée, tandis que le logarithme a une dérivée 1 sur x. Une conséquence de ça, c'est que le logarithme de x, c'est l'intégrale de la fonction 1 sur x. C'est quelque chose qui m'a toujours surpris. On a cette fonction logarithme qui a la propriété de transformer les multiplications en addition et les puissances en exposants. Cette fonction tout à fait remarquable est l'intégrale d'une fonction tout à fait banale qui est 1 sur x. Eh bien, vous avez vu avec le graphe précédent à quoi c'est dû. Quand on dit que les fonctions exponentielles et logarithmes sont inverses l'une de l'autre, ça veut dire en fait qu'on a la possibilité de défaire avec le logarithme ce que l'on a fait avec l'exponentielle. Je vais vous expliquer ça en utilisant un programme que vous connaissez peut-être, GeoGebra, dans la version tridimensionnelle. Voici donc de nouveau notre fonction exponentielle tracée dans le plan XY. Mais cette fois-ci, ce plan XY fait partie d'un système tridimensionnel dans lequel j'ai également tracé la fonction logarithme dans un plan perpendiculaire que nous pouvons voir ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est projeter la fonction exponentielle qui se trouve dans le plan horizontal ici, qu'on ne voit pas, sur la fonction logarithme que l'on voit ici sur l'axe vertical. Voici donc ce qui se passe. J'ai toute une courbe maintenant qui représente la fonction logarithme, mais qui est répétée dans le sens horizontal. Et j'ai donc projeté tous les points de mon exponentielle qui se trouvait ici dans le plan en bas sur cette surface-là. Évidemment, si on regarde ça par au-dessus, on retrouve exactement notre exponentielle. Mais maintenant, je peux faire pivoter tout mon système et regarder ça par l'autre côté.
Et vous voyez maintenant que tous mes points se retrouvent sur une seule ligne droite. L'exponentielle projetée sur la surface logarithme se voit sous forme de ligne droite. C'est tout à fait normal puisque le logarithme a défait la fonction exponentielle. On peut faire la même chose avec d'autres fonctions. Par exemple ici la fonction x carré qui est donc la parabole. J'ai tracé la parabole ici dans le plan horizontal. Et je vais de nouveau créer ma surface logarithmique sur laquelle je vais projeter tous mes points de la parabole. Et quand on regarde ça par un autre côté, nous découvrons ici le diagramme logarithmique de la fonction x carré de la parabole. Nous voyons de nouveau que la fonction logarithme a inversé la courbure de notre parabole. Au lieu d'être convexe, elle est maintenant concave. Et surtout, au lieu de passer par 0, on a maintenant une asymptote verticale puisque le point 0 en logarithmique se trouve en moins l'infini. Évidemment, la courbe devrait être symétrique pour les x négatifs. Je ne l'ai pas représenté ici. Vous voyez donc bien ici le changement de courbure dû au logarithme. Nous partons de la fonction parabolique convexe et nous obtenons le logarithme de x carré qui est concave. Voici encore une autre fonction, la racine carrée, représentée ici normalement dans le plan xy. C'est en fait une parabole mais tournée sur le côté. Et je vais de nouveau la projeter sur ma courbe logarithmique qui se trouve ici. Et regarder la projection d'un autre angle. Et nous voyons un autre effet. Cette fois-ci, la courbure ne change pas. La courbe était concave, elle reste concave. La courbe reste assez semblable d'ailleurs au-dessus de 1, mais simplement un petit peu plus aplatie encore qu'avant. Tandis que vers l'axe des Y, on a de nouveau cette asymptote verticale qui tend vers le 0 qui a été projeté en moins l'infini. C'était donc le graphe semi-logarithmique, semi parce que l'axe des x ne change pas et l'axe des y est remplacé en fait par le logarithme de la fonction que l'on veut étudier. Voici de nouveau en échelle linéaire normale les polynômes x carré et x cube et la fonction exponentielle telle qu'on l'a vu au départ. Et on avait vu au début que l'exponentielle croît plus vite que toute fonction polynomiale. Maintenant, nous pouvons représenter ces trois courbes en échelle semi-logarithmique, et voilà ce que cela donne. La fonction x, qui était ici accessoirement la première diagonale, est devenue évidemment la fonction logarithme naturelle. Vous reconnaissez la forme. X carré se trouve ici, un peu plus haut, x cube se trouve un peu plus haut, et l'exponentielle est devenue une ligne droite, puisqu'elle a été défaite par l'échelle logarithmique. Et donc, comme on vient de le voir, l'échelle semi-logarithmique a changé la concavité des fonctions polynômes, x carré, x cube, qui étaient convexes, ici, sont devenus concaves, et ça prouve bien la propriété que l'on dit que le logarithme croît moins vite que n'importe quelle fonction polynomiale. Par contre, l'exponentielle est la seule qui arrive à résister, et encore, elle était concave, elle devient linéaire ici. Les fonctions polynomiales étaient convexes, elles deviennent concaves. Comparons maintenant plusieurs fonctions puissance. Nous avons vu que ce sont des variations de la fonction exponentielle, 2 exposant x et 10 exposant x en échelle linéaire normale. En échelle semi-logarithmique, toutes ces courbes deviennent des droites, mais avec des pentes différentes. Il y a plusieurs manières de voir, d'interpréter cette pente.
Comme on est en échelle logarithmique, plutôt que de dire que l'on augmente d'une certaine valeur ici, on multiplie d'une certaine valeur pour un certain changement d'abscisse que l'on prend égal à 1. Et donc la pente, si vous voulez, de cette exponentielle est une multiplication par E relatif à un changement d'abscisse de 1. La fonction 2 exposant x, c'est multiplié par 2 pour un rapport de 1, tandis que 10 exposant x, c'est une multiplication par 10 pour un rapport de 1. Évidemment, la pente est plus importante dans ce cas-là que dans les deux autres cas. La valeur verticale ici, qui est une multiplication, correspond en fait à une translation suivant l'axe logarithmique ici, puisqu'on a vu le logarithme transforme les multiplications en addition. Une autre manière de voir les choses, si on considère que l'axe horizontal ici est en fait le temps, on peut alors parler de temps de doublement ou bien de temps de changement d'ordre de grandeur. Comme on est sur une échelle logarithmique, le doublement de la valeur, de nouveau, c'est une translation d'une valeur 2, quelle que soit l'échelle à laquelle on se trouve. Et l'intersection ici nous donne le temps, horizontalement, pour avoir ce doublement. Avec la fonction 2 exposant t, évidemment, il faut une unité de temps pour doubler la valeur. Et avec l'exponentielle, il faut un temps inférieur, qui est en fait donné par le logarithme de 2. Et avec la fonction 10 exposant t, on a le temps le plus court, qui est donné par le logarithme de 2, divisé par le logarithme de 10, qui est en fait le logarithme en base 10 de 2. On peut faire la même chose, mais au lieu de penser une translation ou une multiplication par un facteur 2, on peut penser une multiplication par un facteur 10, qui est un changement d'ordre de grandeur. De nouveau, c'est la fonction 2 exposant t qui prend le plus de temps, et la fonction 10 exposant t qui prend le moins de temps. Et évidemment, ici, il s'agit d'une unité de temps qui nous mène à un facteur 10, tandis que l'exponentielle va prendre un temps qui est égal à logarithme de 10, et la fonction 2 exposant t va prendre le temps ln de 10 divisé par ln de 2, c'est-à-dire le logarithme en base 2 de 10. En résumé de toutes les propriétés mathématiques que l'on a vues, l'exponentielle est une courbe qui croît plus vite que n'importe quel polynôme. La dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même, ce qui veut dire que le taux d'accroissement augmente de manière exponentielle également, et ce taux d'accroissement est égal à la valeur courante. Vu à différentes échelles, l'exponentielle garde sa forme, mais semble se déplacer horizontalement. Ça, c'est dû à la propriété que la multiplication est transformée en une addition. Et donc, l'exponentielle convertit les sommes en produits et les produits en puissance. Enfin, une progression exponentielle nous fait passer d'un ordre de grandeur à l'autre, ce que l'on a vu dans le graphe semi-logarithmique. Le logarithme croît moins vite que l'inverse de n'importe quel polynôme. La dérivée du logarithme est 1 sur x, et donc le logarithme est l'intégrale de la fonction 1 sur x. Le logarithme convertit les produits en sommes et les puissances en produits, qui est une propriété extrêmement intéressante pour simplifier certains calculs. Le graphe logarithmique de l'exponentielle est une droite. La pente de la droite nous donne la vitesse à laquelle on passe d'un ordre de grandeur à l'autre. Et le graphe logarithmique permet donc de comparer des phénomènes à différents ordres de grandeur et surtout de les représenter tous sur le même graphe sans que certaines parties ne soient écrasées ou que d'autres parties soient en dehors du graphe. Voilà, muni de tous ces outils, revenons à notre question de départ qui était celle-ci. En connaissant la courbe rouge et en étant en ce point-ci au début du mois d'octobre, pouvait-on prévoir cette croissance exponentielle de la pandémie? Eh bien, vous devinez ce que nous allons faire. Nous allons simplement regarder ce même graphe en échelle semi-logarithmique et nous obtenons ceci.
Bien sûr, il y a toutes ces oscillations qui nous gênent un petit peu. Ce sont des oscillations qui sont dues au week-end, en fait, week-end pendant lesquels il y a peu de nouveaux cas parce que le nombre de tests diminue pendant ces 2 jours-là. Alors il faut un petit peu ignorer tous ces pics vers le bas et regarder surtout l'enveloppe de la courbe qui nous intéresse. Et donc ici, on avait une progression quasi linéaire en échelle semi-logarithmique, c'est-à-dire une explosion exponentielle. Et puis avec le confinement, le nombre de cas a chuté heureusement. Et puis au début des vacances, la courbe a repris. Et vous voyez que c'est assez linéaire dans cette portion-ci. Heureusement, ça s'est calmé assez rapidement. Et puis de nouveau, au mois de septembre, nouveau relâchement et on devine une espèce de croissance linéaire ici, donc exponentielle, avec un petit recul fin septembre. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu hésité à comprendre ce qui se passait et on se demandait comment ça allait reprendre. Mais en réalité, c'est simplement cette droite-ci qui a repris. Et donc, il est assez facile d'extrapoler linéairement dans le graphe semi-logarithmique ce qui va se passer. Et on peut voir sur ce graphe que après un mois supplémentaire, donc ici nous sommes début octobre, début novembre, on peut prévoir qu'on serait déjà dans les 20 000 cas, ce qui est effectivement ce qui s'est passé en fait. La situation était bien plus grave encore si on regarde le nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux. Voici de nouveau le premier pic avec une atteinte très rapide du nombre de lits disponibles en réanimation dans les hôpitaux belges. Et donc, on a eu une saturation des centres de réanimation au mois d'avril. Et heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et la descente a été assez rapide grâce au confinement. Et puis le confinement, petit relâchement pendant le mois de juillet et août. Et puis ici, donc, la deuxième vague est arrivée. Et en ce point-ci, on a dû passer au plan 2B pour les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on a dû augmenter le nombre de chambres disponibles en réanimation pour les patients Covid. Et heureusement, puisque sinon, on aurait eu une saturation assez importante des soins de réanimation. Ça, c'était en échelle linéaire. Si on passe de nouveau en échelle logarithmique, c'était assez clair. De nouveau, il était assez facile d'extrapoler linéairement après ce premier mois d'augmentation exponentielle et on aurait pu prévoir déjà en fait au mois d'octobre qu'on allait avoir une saturation des lits d'hôpitaux en réanimation. Et c'est pour ça que le gouvernement a agi très vite. D'abord, la bulle a été réduite à 3 personnes début octobre, à une seule personne mi-octobre, et fermeture de l'ORECA et des commerces non essentiels au début du mois de novembre, en même temps que l'on passait en phase 1B dans les hôpitaux. À comparer ici avec la première vague, on avait en fait réagi beaucoup plus tôt, à des seuils beaucoup plus bas. On était passé en phase 2 ici, en phase 2 renforcée et en confinement. Et heureusement qu'on a fait ça, puisque la pente ici était encore beaucoup plus raide que lors de la deuxième vague. La première vague a vraiment été très brutale. Alors une chose intéressante, si on compare ces deux courbes, la courbe des nouveaux cas et la courbe des patients en réanimation, on voit qu'il y a à peu près 2 semaines de délai entre ces deux courbes quand on compare la position des pics. Le premier petit pic de la deuxième vague s'est produit ici au début du mois d'août. Et 2 semaines plus tard, on avait le pic en chambre de réanimation dans les hôpitaux. Le creux ici, fin du mois d'août, ne s'est vu que au milieu du mois de septembre dans les chambres d'hôpitaux. Et donc, le nombre de nouveaux cas sert d'indicateur avec 2 semaines d'avance sur ce qui va se passer dans les chambres d'hôpitaux en réanimation.
Heureusement qu'on a ces 2 semaines d'ailleurs pour nous donner un peu plus de temps pour réagir avant saturation. De nouveau ici, le pic de la deuxième vague a été atteint disons fin du mois d'octobre et 2 semaines après, début du mois de novembre, on avait également le pic dans les hôpitaux. Si on compare de nouveau le même graphe ici, le nombre de patients en réanimation, d'abord en échelle linéaire ici en haut et en échelle logarithmique ici en bas, on peut comprendre un petit peu pourquoi on se fait surprendre comme ça. En échelle linéaire, on a cette courbe qui oscille un petit peu et on ne sait pas exactement à ce point-ci comment elle va évoluer. En tout cas, on est encore assez loin de la saturation des lits d'hôpitaux, qui est un ordre de grandeur au-dessus. Mais si on regarde ça en échelle logarithmique, comme on l'a vu, on voit très clairement qu'il y a une progression exponentielle qui est en train de se dessiner avec une certaine pente et il est assez facile d'extrapoler cette pente et de prédire à quel moment on va changer d'ordre de grandeur ici et arriver à cette saturation. On voit qu'ici c'est en un peu plus d'un mois à partir de ce point-là. Je vais vous parler donc de la brutalité de la croissance exponentielle. Illustré dans cette courbe-ci, c'est que tant qu'on n'arrive pas à l'ordre de grandeur qui nous intéresse, ici le millier de lits d'hôpitaux disponibles en urgence, et la valeur courante ici, qui est un ordre de grandeur en dessous. Tant que ce changement d'ordre de grandeur ne s'est pas produit, on a du mal à interpréter ces petites oscillations ici en bas. Mais dès qu'on a atteint l'ordre de grandeur en question, là, on est dépassé extrêmement rapidement parce que, de nouveau, la pente est proportionnelle à la valeur courante. Et donc, pour l'avoir arrivé, il faut absolument utiliser une échelle logarithmique et regarder sa pente, qu'on peut interpréter de différentes manières, soit comme temps de doublement, soit comme temps de changement d'ordre de grandeur, et donc ça permet de prédire le temps disponible avant d'atteindre un certain seuil. Ce qui est important à comprendre dans la croissance exponentielle, c'est que ce qui est linéaire, ce n'est pas le changement de valeur, mais le changement d'ordre de grandeur. Et c'est ça qui nous surprend toujours, c'est que en des temps constants, on change d'ordre de grandeur. Et souvenez-vous du film Powers of Tens, ce qui veut dire qu'en des temps constants, on passe d'une manière de voir les choses à quelque chose qui est un ordre de grandeur au-dessus. Par exemple, quand on parlait de nombre de lits d'hôpitaux, on parle tout d'un coup de dizaines de lits d'hôpitaux, puis de centaines de lits d'hôpitaux, puis de milliers de lits d'hôpitaux. Et ce changement d'ordre de grandeur se passe en des temps relativement constants. Alors on dit toujours qu'on se fait surprendre par l'exponentielle parce que justement on n'est pas habitué à ce genre de changement. Et pourtant, il y a certains de nos sens qui sont en fait parfaitement capables de comprendre ce genre de comportement. Il s'agit par exemple de l'ouïe. L'intensité sonore suit une échelle semi-logarithmique en fait. Prenez par exemple une voiture qui fait un certain bruit. Si vous prenez deux voitures identiques, vous les placez à égale distance de vous-même, le bruit que vous entendez, vous n'avez pas l'impression qu'il est 2 fois plus grand que le bruit d'une seule voiture. Et surtout, si vous doublez encore le nombre de voitures, avec 4 voitures, vous n'avez pas du tout l'impression que ça fait 4 fois plus de bruit qu'une seule voiture. Si on double encore, on est à 8 voitures, 16 voitures. En fait, l'impression que l'on a, c'est une impression linéaire entre ces points où le nombre de voitures double à chaque fois. Et donc, l'oreille réagit bien de manière logarithmique au bruit. Toujours avec lui, et encore plus parlant en fait, c'est quand on regarde la fréquence. Si vous regardez un clavier de piano et que vous jouez par exemple un Do ici, et que vous jouez le Do suivant, une octave au-dessus, en fait, la fréquence du son que vous entendez est doublée. Et si vous passez à l'octave suivante, la fréquence du son est de nouveau doublée, et ainsi de suite, d'octave en octave,
la fréquence du son est chaque fois doublée. On a bien donc une progression exponentielle ici. Et pourtant, l'oreille entend cela comme une simple progression linéaire des notes, ce qui veut dire que l'oreille entend de manière logarithmique la fréquence du son. Alors j'ai eu l'idée d'utiliser cette propriété de l'oreille et de vous faire percevoir les courbes que l'on a vues ci-dessus, les courbes de la pandémie, le nombre de nouveaux cas et le nombre de patients en réanimation, en transformant ces graphes en notes de musique dont la fréquence est proportionnelle à ces deux graphes. Voici la première de ces courbes, le nombre de patients en soins intensifs qui a été transformé en une sorte de mélodie, si vous voulez, pour le piano. Écoutons cela. Ceci est la première vague, suivie d'une lente décroissance due au confinement. Et si vous vous souvenez, cette décroissance était vraiment beaucoup plus lente que la rapidité avec laquelle la première vague nous a frappés. Et puis arrivent les mois de juillet et août, le nombre de cas recommence à augmenter. Une petite pause grâce à de nouvelles mesures en fin de vacances. Et puis la deuxième vague qui arrive de manière assez dramatique. Et après cette seconde vague, vous vous souvenez, nous avons eu une longue période de stagnation où le nombre de cas diminuait très légèrement, mais pas vraiment, et restait en tout cas à un niveau bien supérieur au répit qu'on a eu avant les vacances. On peut de nouveau se concentrer sur ce qui se passait dans la période qui nous intéresse, qui se termine ici. En fait, ça c'est début octobre, au moment où on se demandait est-ce qu'il faut reconfiner, est-ce qu'on va avoir une seconde vague. Alors, réécoutons ce morceau-là, et cette fois-ci, je vais ajouter la courbe des nouveaux cas détectés que j'ai mis au violon de l'orchestre. Donc ce sera un concerto pour violon et piano. Et vous avez bien entendu que les cordes, les violons, ont effectivement servi de signe avant-coureur pour l'augmentation des cas dans les hôpitaux. Alors je vous l'ai dit, cette vidéo est enregistrée le 1er mars et je ne sais pas encore ce qui va se passer après. Ce que je peux écouter pour l'instant, c'est ceci. Vous voyez que les violons se prennent lamentablement, il n'y a pas beaucoup de variations. Et tout à la fin, depuis vendredi dernier, donc depuis 3 jours, une augmentation alarmante dans le piano, c'est-à-dire dans les chambres d'hôpitaux. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, je suppose que vous savez déjà ce qui va se passer après. Donc, je vais vous demander de me raconter ce qui s'est passé après ces 3 dernières notes. Voilà, notre voyage se termine ici. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes, peut-être un peu insolites. Si vous avez des questions ou des remarques à me faire, vous pouvez m'écrire à l'adresse origamidro@icloud.com. Je vous promets de garder vos données strictement privées et non commerciales. J'espère qu'on se reverra dans une autre vidéo pour d'autres aventures. D'ici là, je vous dis au revoir et portez-vous bien.